Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. 5e édition du sommet Transform Africa à Kigali au Rwanda. Le Premier ministre du Gabon Emmanuel Sosé-Nguendé représente le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au forum phare annuel pour une Afrique stimulant la compétitivité mondiale et la création d'emplois. Au Burundi, une grande première avec la visite d'un haut dignitaire chinois. Le vice-président chinois est à Bujumbura pour une visite officielle de 2 jours. Et en France, 428 candidats de la République En Marche sont investis pour les prochaines législatives. Le parti a rejeté par contre la candidature de Manuel Valls. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Le 4e forum des associations s'est ouvert jeudi à l'Institut français de Libreville sur le thème développement et numérique. L'initiative de l'ambassade de France au Gabon. Objectif de cette rencontre, créer un rendez-vous réunissant les associations pour développer davantage l'impact du numérique dans le développement. Principaux acteurs dans ce reportage de Ludmila Toutoum et Alexandre Kogem. Le développement numérique au centre d'une rencontre au Saint-Exupéry de Libreville. Des journées d'échange entre la société civile et des experts qui devront permettre de décrypter l'enjeu du numérique pour la conduite des projets de développement en matière de gestion et d'aide à la décision. Il y a quand même beaucoup d'intérêt dans un pays comme le Gabon où la fibre optique est là, où il y a un ensemble d'initiatives mises en place par le gouvernement, par les acteurs du privé, par la société civile autour des technologies numériques et du développement, que de réunir les acteurs de la société civile, de l'expertise gabonaise et de l'expertise aussi française autour de ces questions-là. Au Gabon, il y a toute une énergie dormante en matière numérique qu'il faut identifier et développer davantage. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de connexion en Afrique, qu'il n'y a pas d'Internet en Afrique. Il y en a. Il y a des pays où ça marche mieux qu'au Gabon. Il y a des pays où ça marche aussi beaucoup moins bien. Et aujourd'hui, il y a plus de téléphones mobiles, à peu près 750 millions, qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Un forum qui répond aux besoins des participants. C'est un forum qui arrive à point nommé, du fait que le numérique aujourd'hui est un élément indispensable pour le développement de plusieurs secteurs, à savoir le développement des associations, des fondations et autres. Pendant 2 jours, acteurs et participants vont échanger autour des applications ou solutions développées au sein des structures gabonaises, françaises et du monde francophone. Des outils dans le domaine de la gouvernance, la gestion financière et comptable, de l'ingénierie du projet et de la stratégie de planification seront à disposition des participants. Sur une plainte déposée à la Direction générale de la recherche par les autorités sanitaires, quelques 30 cabinets médicaux ont été sommés de fermer à la fois pour non-conformité et parce qu'ils emploient des médecins en toute illégalité. Un ras-le-bol que certains agents de la santé saluent au grand bénéfice des populations souvent abusées. Charlone Fleur Média et Jospin Bomadienga. Une remise à niveau des officines de fortune a été faite par la Direction générale de recherche après le constat fait sur le terrain par le ministère de tutelle de nombreux dérapages des charlatans qui exercent illégalement le métier d'agent de santé au désarroi de nombreuses victimes ont été la cause de cette saisie. Pourtant, chaque année, les mêmes dispositions sont prises. Cependant, des structures de santé se créent continuellement. Quand la situation devient très très dramatique, comme c'est le cas, le ministre a le droit et il a fait de pouvoir porter plainte et enclencher le système de services spéciaux du ministère de la Défense, donc la DGR, la PJ, pour pouvoir interpeller les gens et même, si possible, les déférer au niveau du tribunal. Parce qu'ils agissent et en mettant en cause la vie des populations. Accusés de négligence, de faux diagnostics et parfois ne possédant pas d'appareil adéquat, nombreuses de ces cliniques ne sont pas en règle avec la loi. Sévir est donc la solution adéquate pour éviter les événements malheureux. Une chose est désormais certaine, le gouvernement gabonais accentuera ses contrôles afin de garantir aux citoyens le maximum de sécurité dans la pratique des soins. Et après la mise sous scellé de certaines structures sanitaires par la Direction générale de recherche sur instruction du ministère de la Santé, une question se pose. Quelle est la procédure à suivre pour la création d'une clinique? Les réponses dans ce reportage de Charlène Fleur-Média et Jospin Bomadienga. Face aux problèmes de santé récurrents et la lenteur parfois observée dans les hôpitaux publics, de nombreux patients se dirigent vers des structures sanitaires privées pour espérer un traitement rapide et efficace. Pourtant, les faits sont nombreux, relevant dans les médias ou les réseaux sociaux des pratiques inappropriées aux antipodes de la médecine. En pages de faits divers et séquelles physiques qui se multiplient, la question de l'établissement de ces cliniques suscite des interrogations.
Lorsque on parle d'une clinique, c'est une structure de soins qui est enregistrée sous le nom d'un médecin. Il faut être qualifié pour ouvrir la clinique. Il faut constituer un dossier en bonne et due forme et adresser la demande au responsable du département ministériel. Donc le ministre de la Santé, c'est lui qui reçoit la demande d'ouverture de la clinique. Lorsque cette demande est déposée au cabinet du ministre, le cabinet du ministre déclenche les services techniques compétents pour pouvoir aller sur le terrain. Au regard de la situation répétitive de fermeture et réouverture de certaines de ces structures, l'impression générale est qu'elles échappent régulièrement à des contrôles pointus des autorités. Comment comprendre que des personnes inexpérimentées soient à la tête des structures sanitaires, mettant en danger la vie de nombreux patients? Récemment, le ministère de la Santé a fait preuve de fermeté en obtenant la fermeture d'une trentaine d'entre elles. Une décision qui devrait permettre de dissuader certains réfractaires. Je le disais en titre, le chef du gouvernement gabonais Emmanuel Isoze Ngondé se trouve depuis le 10 mai à Kigali, au Rwanda, où il représente le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au sommet Transform Africa 2017. Le sommet Transform Africa est le forum africain annuel phare qui regroupe les leaders mondiaux et régionaux des gouvernements, des entreprises et des organisations internationales pour collaborer à de nouvelles façons de concevoir, d'accélérer et de soutenir la révolution numérique africaine en cours. Les détails avec Chimène Sandra Senghon. Permettre aux États africains de devenir des économies intelligentes, plus concurrentielles, agiles, ouvertes et innovantes, avec des climats d'affaires les plus favorables, sont les idées qui sont en discussion au sommet Transform Africa 2017. Se connecter, innover, transformer est le mot d'ordre de cet événement auquel prend part le Premier ministre gabonais Franck-Emmanuel Isoze Ngondé et plusieurs autres personnalités, dont le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications et la directrice générale de l'UNESCO. Ce forum résume les enjeux du présent pour gagner la bataille des services et des contenus, imaginer des services publics urbains digitalisés et répondre aux attentes spécifiques des femmes et des jeunes. Pour Emmanuel Isoze Ngondé, la participation à ce sommet confirme l'engagement du Gabon en faveur d'une démocratisation des technologies de l'information propice au développement de l'entrepreneuriat digital porteur d'emploi. En marge de ce sommet, le Premier ministre gabonais va s'exprimer lors d'une table ronde de haut niveau consacrée au thème du local au global, comment libérer le potentiel d'innovation de l'Afrique. La délégation gabonaise conduite par le Premier ministre est composée entre autres du ministre de la Communication Alain-Claude Bilebinzé et des maires de Libreville, Port-Gentil, Ovendo et Akanda, invités dans le cadre d'un forum continental des villes connectées. Créée lors de Transform Africa 2013, à l'initiative des chefs d'État rwandais et gabonais, l'Alliance Smart Africa pour l'Afrique connectée, regroupant une vingtaine de pays membres, a tenu son dernier conseil d'administration fin janvier 2017 à Addis Abeba en présence d'Ali Bongo Ondimba. Le manifeste Smart Africa porte l'engagement des leaders africains à accélérer le développement socio-économique durable, à engager l'Afrique sur la voie de l'économie du savoir à travers l'accès abordable aux services à haut débit. Continent du portable, l'Afrique est au cœur de cette révolution du web nomade, boostée par la croissance la plus rapide de l'histoire humaine. Voilà, nous rappelons que l'objectif du sommet Transform Africa est de permettre aux États membres de devenir des économies intelligentes, plus concurrentielles, agiles, ouvertes et innovantes, avec des climats d'affaires les plus favorables qui attirent les investissements tout en intégrant, le transformant et du continent en une économie de la connaissance stimulant la compétitivité mondiale et la création d'emplois. Nous ouvrons la page Afrique de cette édition avec le Burundi, où le vice-président chinois Li Yangchao, qui est arrivé à Bujumbura, la capitale du Burundi, mercredi, pour une visite officielle de 2 jours, au cours de laquelle il devra rencontrer le président burundais. Cette visite qui constitue une grande première pour le Burundi. Reportage. Li Yuanchao, le vice-président chinois, est arrivé mercredi en fin d'après-midi au Burundi pour une visite officielle de 2 jours. L'objectif de cette visite est de mettre en œuvre le consensus important dégagé entre les deux chefs d'État et les acquis du sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en décembre 2015. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Bujumbura par le premier vice-président du Burundi, le ministre burundais des Relations extérieures, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement et par l'ambassadeur de Chine au Burundi. Le diplomate chinois avait déclaré mardi lors d'un point de presse qu'il s'agit de la première visite de haut niveau effectuée par une autorité chinoise au Burundi.
Le vice-président chinois rencontrera lors de son séjour au Burundi le président Pierre Nkurunziza et visitera certains projets réalisés par la Chine dans ce pays. Et puis l'ONU a indiqué jeudi qu'elle était en discussion avec l'Iran, la Russie et la Turquie au sujet du contrôle des zones de sécurité en Syrie. Une question clé après le refus de Damas d'accepter des observateurs internationaux. Lardigue Momba pour le récit. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Stéphane de Mistura, et Jean-Herc Geland, chef du groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie, ont tous les deux jugé prématuré d'exclure tout scénario de l'accord signé le 4 mai dernier, qui prévoit la création de 4 zones de désescalade en Syrie, doublées des zones de sécurité avec des postes de contrôle et des centres de surveillance tenus conjointement par les forces de l'ordre. Nous voulions battre le fer pendant qu'il est chaud. Soyons honnêtes, après la rencontre d'Astana, à laquelle nous avons participé, il y a eu des débouchés que nous considérons être prometteurs et nous voulons mettre cela en relation avec la situation politique. Nous avons 1 million de questions et d'interrogations, mais je pense que nous ne pouvons pas nous payer le luxe qu'ont certains de ce cynisme qui consiste à dire que ça va échouer. Nous avons besoin que ça réussisse. Donc, nous nous asseyons autour de la table maintenant pour essayer de trouver un accord qui fonctionne. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mualem, a toutefois refusé que l'Organisation des Nations Unies ou des forces internationales soient chargées de surveiller les zones de désescalade. Le Japon et la Suède ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir plus d'informations sur l'accord. Législative 2017 en France, le secrétaire général du parti d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, a annoncé jeudi l'investiture de 428 candidats de la République En Marche, dont 52% sont issus de la société civile et avec une parité réelle homme-femme. Jamila Mbengban. Sur les 428 candidats investis sélectionnés à partir de 19 000 dossiers déposés pour les élections législatives en France, il y a 52% de candidates et candidats issus de la société civile au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif, a indiqué Richard Ferrand, le secrétaire général de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse. Il a aussi fait état d'une parité réelle avec 214 candidats femmes et 214 hommes et a précisé que tous les candidats seraient réunis samedi en séminaire au Quai Branly. Sur la parité réelle, 214 candidats sont des femmes, 214 sont des hommes. De sorte que vous aurez compris que ce sont 428 candidats qui sont compris dans la liste qui vous sera fournie. La carte du renouvellement, par ailleurs, le mouvement a indiqué que les candidats de La République En Marche sont issus de l'ensemble du spectre politique et que seulement 5% sont des députés sortants. En Marche continue donc de débattre avec des candidats pour attribuer les quelques 150 places restantes de sa liste dont les noms seront annoncés d'ici à mercredi prochain. Emmanuel Valls ne sera pas investi aux législatives par La République En Marche, mais le parti d'Emmanuel Macron ne présentera pas de candidat contre lui dans sa circonscription de l'Essonne, a annoncé ce jeudi son secrétaire général Richard Ferrand. Linda Galmagonda. Manuel Valls ne sera pas investi aux législatives par La République En Marche. Selon les membres du parti, le candidat qui veut faire partie de la majorité présidentielle en France ne remplirait pas tous les critères définis par le mouvement pour être investi. De plus, il a déjà fait 3 mandats parlementaires. Nous avons constaté, le président de la Commission nationale d'investiture l'a confirmé, que la candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères, puisque l'un d'entre eux prévoit qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Donc, et la règle est connue depuis le 19 janvier. Cela étant, nous estimons qu'au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte qui pourrait être lue du moins par vous-même ou par d'autres, eh bien à ce stade, nous n'investirons pas de candidates ou de candidats. Donc nous n'investissons pas l'intéressé,
mais nous ne lui opposons pas a priori de candidates et de candidats. Richard Ferrand, secrétaire général de La République En Marche, a annoncé au cours d'une conférence que le parti ne présentera pas de candidat contre Manuel Valls dans sa circonscription de Essonne. Jean-Luc Mélenchon, arrivé jeudi à Marseille, où l'annonce de sa future candidature aux législatives fait des vagues depuis mercredi. Il a rencontré notamment le maire Les Républicains, Jean-Claude Gaudin. Jamila Megman. Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé jeudi à Marseille, a rencontré certains des insoumis de la ville et a prévu une visite de courtoisie au maire et au préfet. L'ancien candidat à la présidentielle a demandé à être reçu par Jean-Claude Gaudin, qui a accepté à temps précisé dans l'entourage du maire. Je suis allé voir le préfet, maintenant je viens voir le maire et je vais faire le tour comme ça de tous ceux qui font la vie de cette ville. On va essayer en tout cas. Le leader de la France insoumise a annoncé mercredi qu'il comptait se présenter dans la 4e circonscription de Marseille, où se présente notamment le député PS sortant Patrick Mennucci, qui lui a promis un affrontement complet. Je suis légitime partout d'une façon générale, mais spécialement ici. Il ne faut même pas oublier que la première fois que j'ai mis le pied sur la terre de France, c'était ici. Alors, retour aux sources en quelque sorte. Patrick Mennucci a également ironisé dans un communiqué sur la rencontre entre Mélenchon et Gaudin en ces termes « Je suis surpris que le premier acte du prétendu candidat du peuple soit une visite, un acte d'allégeance à Jean-Claude Gaudin ». Marseille est la plus grande ville de France dans laquelle Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle et il a choisi de se présenter dans la circonscription où il a fait son meilleur score avec 39% des voix. Les Brésiliens et les journaux ont réagi jeudi à l'audience de presque 5 heures de Luis Ignacio Lula da Silva devant un juge anticorruption déterminante pour l'avenir politique de l'ex-président brésilien. Le récit de Lardigue Mamba. Ce procès est illégitime, c'est une mascarade. C'est insurgé mercredi à Curitiba, au sud du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, durant une audience qui a duré 5 heures d'horloge. Un procès déterminant pour l'avenir politique de l'ex-président brésilien. Au sortir de cette audience, les Brésiliens et les journaux réagissent. Lorsqu'il devrait répondre aux questions du juge, il est devenu sournois. Il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire. Il a été préparé par ses avocats et durant une grande partie de la comparution a blâmé sa femme décédée d'une manière qui était presque immorale. Je viens de le regarder et ce que j'ai vu, c'est un procès plus politique, plus personnel que judiciaire. Je pense que c'est un mouvement contre la course présidentielle de 2018. Tout le monde savait qu'il y avait de la corruption. Je pense qu'il se concentre beaucoup plus sur le Parti des travailleurs et qu'il laisse tomber d'autres personnes des autres partis. L'idée n'est pas vraiment de lutter contre la corruption au Brésil, mais d'en faire une chose personnelle afin d'exclure certaines personnes. Lula, 71 ans, ne sera pas fixé sur son sort avant plusieurs semaines. Arborant une cravate aux couleurs du Brésil, il est à la barre pour se défendre d'accusations selon lesquelles il aurait reçu un appartement en triplex dans une station balnéaire en guise de pot de vin. Sport football, les Panteros du Gabon joueront leur match de poule à Port-Gentil, capitale économique gabonaise, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui débute le 14 mai prochain. À 3 jours du coup d'envoi de cette compétition, le président de la commission communication du COCAN du Gabon explique les décisions sur la gratuité des billets. Il était au micro d'Egal Mapessi et Bertrand Sagan. La 12e édition de la Coupe d'Afrique des U17 qui se déroulera au Gabon du 14 au 28 de ce mois verra l'équipe du Gabon, pays hôte, discuter ses matchs hors de la capitale. Un choix loin d'être anodin. Le COCAN a voulu, et les autorités gabonaises bien sûr ont voulu, comme rendre l'ascenseur à cette ville de Port-Gentil, qui, durant la 31e édition de la CAN Total Gabon 2017, a été l'un des sites les plus fervents en termes d'adhésion populaire. Tout d'abord adressé à la jeunesse, les billets d'entrée dans les sites choisis pour accueillir les matchs de la compétition sont gratuits. Une stratégie qui a pour objectif de permettre aux jeunes amoureux du ballon rond de vivre leur passion à fond. Nous voulons que les jeunes soient au fait même de cette organisation. Vous imaginez des enfants de 16 ans, de 15 ans, de 14 ans qui sont pensionnaires dans les écoles de football, qui vivent en direct
l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. C'est une formidable aventure. C'est pour susciter davantage l'émulation auprès de ces jeunes pousses qui, dans les prochaines années, prendront le relais de leurs aînés qui sont en équipe senior. Sur le plan structurel et organisationnel, le Gabon, qui a co-organisé et organisé les Coupes d'Afrique des Nations 2012 avec la Guinée équatoriale et 2017, est prêt à mettre une fois de plus son expertise au profit du sport roi sur le continent. Le retrait des accréditations des journalistes et volontaires admis à accéder au stade pendant les matchs de cette 12e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans a démarré mercredi au stade de l'Amitié de Libreville. Galma Pessi et Bertrand Sagan font le point. Le retrait des accréditations des journalistes et autres volontaires pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans a débuté ce mercredi au stade de l'Amitié sino-gabonaise au nord de Libreville. Nous pouvons garantir à toutes les populations l'effectivité du bon fonctionnement des accréditations ici au stade de l'Amitié sino-gabonaise. L'engouement, loin d'être comparé à celui suscité par la Coupe d'Afrique des Nations seniors, ici, au centre d'accréditation d'Angondié dans la commune d'Apanda, tout se déroule pour le mieux. Ça se passe bien jusque-là. Effectivement, on a ouvert depuis dimanche. Dimanche, c'était uniquement pour la mise en place du matériel à utiliser pendant toute cette période de la CAN U-Junior moins de 17 ans, 2017. Voilà, donc on a ouvert et on a commencé les accréditations hier. Il y a un peu d'engouement depuis ce matin. Les volontaires viennent se faire accréditer, ils viennent par commission. Ce matin, par exemple, on a accrédité les volontaires de l'accueil et protocole, aéroport, Joker. Donc ça se poursuit jusqu'à ce que tout le monde soit accrédité. Si cette première journée a été réservée aux volontaires, les retraits des accréditations se poursuivent tous les jours de 9h à 18h heure locale jusqu'au jour de la finale de la compétition fixée au 28 mai. C'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. 5e édition du sommet Transform Africa à Kigali au Rwanda. Le Premier ministre du Gabon Emmanuel Issoze Ngonde représente le chef de l'État Ali Bongo Ndimba au forum phare annuel pour une Afrique stimulant la compétitivité mondiale et la création d'emplois. Au Burundi, et d'une grande première avec la visite d'un haut dignitaire chinois. Le vice-président chinois est arrivé à Bujumbura pour une visite officielle de 2 jours. Et en France, 428 candidats de la République En Marche sont investis pour les prochaines législatives. Le parti a rejeté la candidature d'Emmanuel Valls. Merci d'avoir été des nôtres. Restez sur Gabon 24. L'information continue. Le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in a prêté serment mercredi et s'est immédiatement dit disposé à se rendre en Corée du Nord dans un contexte de crispation avec ce pays reclus doté de l'armée nucléaire. Le nouveau chef d'État de 64 ans, plutôt de gauche, est un ancien avocat spécialiste de la défense des droits de l'homme. Il se dit favorable à une forme de dialogue avec Pyongyang, ce qui tranche singulièrement avec la rhétorique menaçante employée ces derniers temps à l'endroit de la Corée du Nord par l'administration Trump. Moon affronte une tâche diplomatique délicate face à une Corée du Nord qui rêve de mettre au point un missile capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain et qui a mis Séoul à portée de ses vastes forces d'artillerie. Sur le plan intérieur, il fait face à de multiples défis, au premier rang desquels les conséquences de retentissants scandales de corruption qui a valu à sa prédécesseur conservatrice Park Geun-hye d'être destituée. S'il a remporté l'élection présidentielle anticipée dans un fauteuil, le pays est profondément divisé. Peu avant cette cérémonie d'investiture, sans fioriture, Moon a rencontré les députés du Parti conservateur Liberté Corée partisan de la Ligue dure de Pyongyang et qui l'ont accusé de multiples reprises de vouloir livrer le pays tout entier à la Corée du Nord une fois élu. Les tensions ont rarement été aussi fortes sur la péninsule, la Corée du Nord ayant mené depuis début 2016 2 essais nucléaires et de multiples tests de missiles.